Le quartier de l'Opéra, autrefois destiné aux classes moyennes, a été massivement détruit pour être reconstruit dès 1864 selon les plans du préfet Haussmann. Ces travaux démesurés, qui vont durer 15 ans, entraînent d'importantes expropriations et donnent naissance à une habitation d'un nouveau genre, l'immeuble haussmannien. Avec ses logements flambant neufs, Haussmann impose sa vision de la ville, mais aussi des règles sociales que Laurent va faire découvrir à Stéphane au travers d'une expérience extraordinaire. Voilà, hein, avenue de l'Opéra. On est vraiment dans du Haussmann pur et dur, tu vois. Elle est belle cette avenue, elle est très large. C'est les Champs-Élysées du quartier. Hein. Parce que Haussmann voulait une sublime perspective qui menait du palais Garnier, l'Opéra, à un autre palais, le Louvre. S'il a pu mettre en œuvre ce projet incroyable, pharaonique, c'est qu'il a pu dégager littéralement le quartier et dégager tout le monde. Il a exproprié tous les propriétaires des lieux avec ce fameux décret de 1852. Alors bien sûr, les gens qui étaient expropriés étaient indemnisés, mais ça n'empêche pas les drames humains. Aujourd'hui, personne ne remet en cause les grands travaux d'Haussmann, ils étaient nécessaires. Mais c'est vrai que le drame de tous ces gens, ce qu'ils ont vécu, c'est terrible quand même. Mais ça, Haussmann, il s'en moquait. Il avait une vision pour Paris. D'ailleurs, lui-même, il va pas hésiter à faire détruire la propre maison dans laquelle il avait grandi d'enfance, hein, du côté du boulevard Haussmann. C'était nécessaire. Mais quand tu vois le résultat, c'est quand même pas mal. Alors, ce qui frappe immédiatement quand on est avenue de l'Opéra, c'est surtout l'alignement des murs, la régularité des hauteurs. Avec Haussmann, on va faire en sorte de construire en fonction de la largeur des rues. C'est-à-dire que plus la rue est large, plus les immeubles sont hauts. À l'origine, cette avenue, c'était pas l'avenue de l'Opéra, mais c'était l'avenue Napoléon, en l'honneur de Napoléon III. Voilà, c'était son avenue. Et alors, qu'est-ce que je voulais te montrer comment ça? Il est où? C'est pas. Ah, bah voilà, regarde. Voilà un immeuble haussmannien typique. Là, ça, c'est du Haussmann, tu vois? Alors, c'est pas Haussmann qui va inventer l'immeuble de ce type haussmannien. Il va les codifier et il va les généraliser. Voilà. Pour tout ce qu'il va construire, ça sera dans ce style-là. Et c'est vraiment typique pour l'époque. On a d'abord l'emploi de la pierre de taille. Oui. Ensuite, on a au deuxième étage des balcons filants. Ah oui. Voilà. On les retrouve d'ailleurs au quatrième et cinquième étage parfois pour assurer l'harmonie de l'immeuble, de l'ensemble. On voit aussi l'utilisation du zinc. Grande nouveauté pour l'époque, le zinc. L'extérieur est extrêmement codifié, mais l'intérieur aussi. Et là, j'imagine que tu as envie de me dire, mais comment c'était à l'intérieur? Oui. C'était comment à l'intérieur, Laurent? C'était comment à l'intérieur? Oui, c'était comment à l'intérieur? On lève le rideau? Ah, on peut? Ah ben regarde. Regarde-moi ça. Envers du décor. Waouh! Voilà comment c'était à l'intérieur. Et comment tu arrives à ouvrir les immeubles? Un petit peu de magie. À l'intérieur aussi, comme je te le disais, c'est codifié. Il y a une véritable hiérarchie sociale en fonction des étages. Les occupants ne sont pas les mêmes d'un étage à un autre. On a le rez-de-chaussée réservé aux commerçants. Oui. L'entresol, ou le premier étage, réservé aussi aux commerçants. Hein, c'est en quelque sorte leur arrière-boutique. Le deuxième étage, le fameux deuxième étage. L'étage noble. Les bourgeois les plus aisés qui s'y installent. C'est la plus grande hauteur sous plafond. On voit d'ailleurs l'appartement. C'est beaucoup plus lumineux. Ah oui, les fenêtres, regarde, c'est beaucoup plus grand. Il y a le balcon filant. C'est là où il y a le plus de lumière, etc. Ensuite, plus tu gagnes de la hauteur et plus ça s'appauvrit. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, il n'y a pas encore d'ascenseur. Ah oui. Donc tu peux monter sans trop te fatiguer jusqu'au deuxième étage, mais après ça commence à être un peu plus dur, donc c'est moins cher. Ce qui est fou, c'est qu'en fonction de l'étage où tu habites, eh bien tu es jugé socialement. Exactement. Et ça finit d'ailleurs dans les combles avec les domestiques, le personnel de maison qui travaillait pour les étages nobles en dessous. D'où l'expression les chambres de bonne. Exactement, en c'est fait, là. le personnel vivait sous les combles. Alors maintenant, les gens ont réuni les chambres de bonne pour faire des appartements sous les toits. Mais regarde, à l'époque, il y avait juste une chambre. C'était des petites cellules de moines, hein, bien sûr. C'est incroyable. Et alors, attention, parce que ce qui était cruel, c'est que les domestiques, ils n'avaient pas accès aux escaliers principaux. Ah oui. L'escalier principal, d'honneur, etc. Non. Les riches bourgeois qui occupaient les étages nobles, les invités, etc., quand on recevait, fallait pas croiser les domestiques. Donc, on va créer l'escalier de service qui menait directement aux chambres de bonne. des combles, les chambres de bonne,
aux cuisines des étages nobles. Tu vois, tout est hiérarchisé, tout est extrêmement structuré et cette restructuration de l'intimité, du quotidien des gens chez eux, ça va vraiment bouleverser toutes les habitudes des Français sous le Second Empire. Derrière cette façade se cache une révolution sociale. Il n'y a plus d'immeubles dévolus aux riches ou aux pauvres, tous se retrouvent dans le même quartier et sous le même toit. Chaque immeuble réunit plusieurs familles de différentes classes sociales. Ce brassage social, c'est sans précédent. Au Moyen-Âge, vous aviez des quartiers où on regroupait des métiers ou des corporations. L'immeuble haussmannien est aussi synonyme de modernité et de confort. Petit à petit, les logements vont se doter de l'eau courante. Un bouleversement des habitudes, car avant Haussmann, l'eau était un luxe qu'il fallait acheminer à la force du poignet. On doit la faire porter dans les immeubles, on la fait porter dans les étages, ça coûte très cher. Dans toutes les maisons parisiennes, on fait une toilette de chat. On l'a vu dans les films d'époque, les Zola, on a un broc et une cuvette. L'arrivée de l'eau potable, c'est une révolution parce que l'eau, elle arrive au robinet. Trivialement, on se sert à l'intérieur de sa maison. Il n'y a plus de vendeur d'eau. On va dans sa cuisine, on ouvre le robinet et on a de l'eau. Au début de l'Empire, il y avait à peu près une maison sur 5 qui avait l'eau courante. À la fin, c'est une maison sur 2. Les habitants abandonnent aussi la cuisine au feu de bois et l'éclairage à la bougie. C'est l'arrivée du gaz. Au début réservé aux plus riches, il gagne peu à peu tous les étages. Et tous ces progrès font de l'immeuble haussmannien un standard qui inspire les décennies suivantes. Tiens d'ailleurs Stéphane, est-ce que tu connais une mesure qui date de cette époque, du fameux décret de 1852? Ça concerne les immeubles haussmanniens. Ça peut d'ailleurs faire un petit peu et souvent grincer des dents. Est-ce que tu sais ce que c'est? Ça concerne les immeubles. Ça fait pas plaisir, surtout pas aux propriétaires. Des obligations. Une obligation. Des travaux. Des travaux, ça concerne les immeubles. Là, on le voit pas parce que justement, on est à l'intérieur. On ne voit plus là. Façade. Le ravalement de façade. Ça date de cette époque. Et oui, Haussmann, il voulait un Paris propre, pur, nettoyé, assaini. Et bien, ça concerne aussi les immeubles qui devaient être nettoyés. Et du coup, ça plaît pas aux propriétaires, parce que c'est un surcoût. Ça plaît pas non plus aux locataires, parce que ça entraîne une augmentation de loyer. Il va y avoir une augmentation dans Paris de près de 300% du loyer. La pression est tellement trop forte que du coup, ça va chasser les ménages les plus modestes des centres-villes pour gagner les périphéries. Alors, les gens vont protester, on va se plaindre, on va contester, mais n'oublions pas qu'on est sous l'Empire, et qui dit Empire dit plein pouvoir. La contestation est extrêmement limitée. Les journaux, la presse, quand on protestait, la liberté de la presse, eh bien, c'est comme au foot. Quand on contestait une mesure de l'empereur, bing, avertissement, carton jaune. Tu recontestes l'empereur, carton rouge, le journal est suspendu. Ouais. Non, ça plaisantait pas à l'époque. D'ailleurs, Haussmann, dans ses mémoires, va justifier ce totalitarisme en disant que lui, il a vraiment privilégié la qualité de l'espace public. Oui, mais en même temps, c'est vrai que c'est un immense chantier qui est colossal, qui est novateur. Alors forcément, ça crée des oppositions. Il y a des gens qui sont réfractaires. Et l'un des plus célèbres opposants, c'est Jules Ferry, qui avait d'ailleurs écrit, en faisant allusion aux contes d'Hoffmann, les contes fantastiques d'Haussmann. Et parce qu'il contestait évidemment ces budgets, ces sommes qui étaient hallucinantes. Bref, il y avait beaucoup d'opposition. Ah ouais.